Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous imaginez même pas à quel point j'avais hâte de tourner cette vidéo. On va parler que de livres et d'autrices que j'aime. Donc aujourd'hui, jour où sort cette vidéo, on est le 8 mars 2020 et donc c'est la journée internationale des droits des femmes et pas la journée de la femme, je vous en supplie. C'est une journée faite pour militer pour l'égalité homme-femme et pour que les femmes obtiennent enfin des droits que les hommes ont déjà. Alors parfois c'est marqué dans la loi que ça doit être comme ça, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça, donc on doit encore se battre pour ça. Et pour cette journée j'avais envie de mettre à l'honneur des autrices et des héroïnes qui moi m'ont marqué. Alors c'est pas forcément des autrices qui se revendiquent comme féministes, mais dans la manière dont elles mettent en place leurs personnages féminins et dont elles traitent leurs personnages féminins et dans ce qu'elles dégagent dans leur histoire et dans leur imagination et dans ce qu'elles proposent dans leurs livres. À mon sens, elles le sont. Donc voilà, j'avais envie de les mettre à l'honneur ici. Avant de vous montrer les livres, j'ai quelques petits trucs à vous préciser. Vous allez le voir, je me suis volontairement restreinte aux autrices qui ont des héroïnes que moi j'aime particulièrement. Donc je parle pas ici d'auteurs qui ont des héroïnes que j'aime et qui ont des héroïnes féministes, parce que ça existe aussi, mais j'en parle pas ici. Et je parle pas non plus uniquement d'autrices que j'aime, mais qui n'ont pas forcément des personnages féminins qui m'ont marqué. Et voilà, j'ai écarté tout ça. Même en faisant tout ça, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que même en faisant tout ça, je me retrouvais avec 20-25 livres. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire une vidéo avec 25 livres, ça serait beaucoup trop long. Donc j'ai écarté toutes les autrices pour lesquelles j'ai lu qu'un seul livre. Donc je vous parle d'autrices ici dont j'ai lu 2 livres ou plus. Et même comme ça ne suffisait pas. Et en fait, même comme ça, je me suis rendu compte que dans la liste que j'avais, il y a des autrices et des livres dont je vous ai déjà parlé cette année. Du coup, je me suis dit, je préfère parler de livres dont j'ai pas parlé depuis très longtemps, plutôt que revenir sur un livre dont je vous ai déjà parlé depuis le début de l'année. Donc pour vous donner un seul exemple, il n'y a pas d'Agnès Ledick dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé cette année. Donc voilà, je ne vais pas la reciter ici, j'en ai largement assez des autrices, j'en ai 10 autres à vous présenter même en faisant comme ça. Et évidemment tout ça n'engage que moi, ce ne sont que mes avis. Pour moi c'est 10 livres à lire, mais après chacun fait ce qu'il veut. Et dernier petit disclaimer, parce que je sais que c'est une saga hyper connue, j'ai beau avoir mis le t-shirt aujourd'hui, il n'y a pas Harry Potter, il n'y a pas J.K. Rowling dans cette sélection, parce qu'il n'y a pas d'héroïne de Harry Potter qui m'a vraiment marqué. Hermione ne m'a pas spécialement marqué, Luna ne m'a pas spécialement marqué, voilà. La seule qui m'a vraiment marqué c'est Jo, mais on la voit tellement pas que je ne me voyais pas la citer. Donc voilà, pas de J.K. Rowling. Maintenant que tout ça c'est dit, on y va avec les livres. Et le premier c'est Hell de Lolita Peel. Je ne pouvais pas ne pas le mettre ici. Pour ceux qui ont vu déjà plusieurs de mes vidéos il y a parfois très longtemps, vous le savez, c'est mon livre préféré de tous les temps. Rien que ça. Alors déjà d'entrée, je vais commencer d'entrée avec 2 livres qui abordent des thèmes extrêmement difficiles, qui sont extrêmement compliqués à lire. Voilà, niveau émotionnel et niveau événement dans le livre, c'est pas facile à lire, mais parfois c'est nécessaire. Donc je crois qu'elle s'appelle Héloïse, mais on la surnomme Hell, d'où le titre, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc on va suivre cette jeune fille qui doit avoir, je sais pas, je dirais 18 ans. Elle est issue d'une famille assez riche, et donc je crois que son père a une grosse entreprise, un truc comme ça, enfin bref. En gros, elle n'a pas vraiment besoin d'aller à l'école et de réussir ses études et de trouver un taf, tu vois, elle a son avenir d'assurer. Donc au lieu d'aller à l'école et d'étudier, eh bien elle dort la journée et elle sort tous les soirs, toute la nuit, elle fait la fête en gros. Et on va la suivre dans ces aventures-là avec les hommes, avec ses amis, avec ce qui lui arrive, avec ce qui se passe, avec l'alcool, la drogue, tout ça. Voilà, c'est un livre vraiment très difficile à lire. Je l'ai lu 2 fois. Et enfin, en fait, c'est un conseil que je vous donne. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de disclaimer marqué sur le livre. Il n'y a même pas d'âge minimum pour lire ce livre. Moi, je trouve que tu es assez mûr pour lire ce livre à partir du moment où tu es actif sexuellement. Il n'y a pas d'âge, hein, parce que l'âge où tu perds ta virginité, c'est propre à chacun. Et ça, il n'y a pas d'âge minimum, genre à 12 ans, tu peux pas perdre ta virginité. Si tu as envie, tu le fais. C'est rare, mais si tu as envie, tu le fais. Voilà, pour moi, c'est ça. L'âge auquel tu peux lire ce livre, c'est quand tu es prêt émotionnellement et humainement à lire ça, parce que franchement c'est pas facile. Moi je me rappelle de la dernière scène, il y a des gens que ça a absolument pas choqué la dernière scène du livre, moi elle m'a choqué cette scène. Voilà, on y suit une héroïne qui sous couvert de je suis forte, je gère, t'inquiète, va se faire rattraper par ce qui lui arrive, va se faire rattraper par ce qui se passe quand t'as bu, par ce qui se passe dans des soirées, par ce qui se passe avec des hommes. Et voilà, j'adore ce livre. Alors c'est pas un livre hyper facile, c'est pas un livre pompé up qui fait passer un bon moment, mais pour moi c'est le genre de livre nécessaire
Et à ce jour, il est et reste mon livre préféré, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et Lolita Pill a écrit 3 autres livres, pour ceux que ça intéresse. Par contre, dernier petit disclaimer, et après je passe au livre suivant, elle a une écriture très particulière comme autrice. C'est pas hyper fluide, c'est pas hyper facile. Elle est capable de faire une phrase qui prend une demi-page, voire une page entière. Donc voilà, c'est un style assez particulier. Mais moi j'adore, donc voilà. La deuxième autrice c'est Johnny Dunham et donc ici c'est Toi contre moi. Donc pareil, je l'ai dit, ça va être un sujet très compliqué. De Johnny Dunham, son autre livre qui a été traduit en français qui est Je vais vivre est plus connu, je crois. Ça, Je vais vivre a été adapté en film et tout. Mais moi je voulais vraiment parler de celui-ci parce que c'est celui-ci qui m'a le plus marqué. Dans ce livre on va suivre une jeune fille, alors je crois qu'elle a 16-17 ans, un truc comme ça, qui va accuser un garçon de viol. Et lui va dire que c'est pas vrai, qu'il ne l'a pas violée, qu'elle était d'accord, tout ça. Et on va suivre ça. Et en fait, c'est très bien écrit parce que, par exemple, moi, mon instinct, ma première réaction en tant que femme, ça a été de dire, il a tort, elle a raison. Sauf que, tu sais plus, au bout d'un moment, tu ne sais pas qui a raison, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu n'arrives pas à savoir s'il l'a vraiment violée ou pas, tu n'arrives pas à savoir si c'est juste pour se venger qu'elle fait ça ou pas. Franchement, au bout d'un moment, en lecteur, tu es perdu complètement. Et on va suivre ça et on va suivre comment cette accusation va déchirer les deux familles en fait, parce que quand ton fils est accusé de viol, ta famille part un petit peu en live, tu vois, et quand ta fille accuse quelqu'un de viol, il y a toujours les remarques et les réflexions qui lui sont faites à elle, et donc c'est pareil, donc ta famille c'est un peu la merde, c'est un peu la misère. Voilà, pareil, c'est un sujet très difficile, c'est un livre pas hyper facile à lire, mais j'ai adoré ce livre, ça fait un moment que je l'ai lu et j'en garde des j'allais dire j'en garde des bons souvenirs, non c'est pas vraiment ça, mais c'est assez marqué dans mon cerveau, j'ai vraiment des souvenirs, des flashs de ce que j'ai imaginé en lisant ce livre, ça m'a vraiment marqué. Et voilà, malheureusement ça reste un sujet d'actualité, malheureusement ça reste des choses qui arrivent, peut-être pas tous les jours mais je dirais toutes les semaines, donc pour moi ça reste des lectures nécessaires et c'est vraiment très bien écrit parce que jusqu'au bout, on ne sait pas, on n'arrive pas à être sûr de ok c'est bon il l'a violée ou de ok c'est bon elle ment. On n'arrive pas à en être sûr jusqu'à la fin et je trouve ça vachement bien. Donc voilà, et c'est chez Pocket Jeunesse, donc ici c'est destiné à la jeunesse. On va passer à des trucs beaucoup plus légers avec Gaël Kerger. Ici le premier tome du Protectorat de l'Ombrelle sans âge. J'adore cette saga, ça fait très longtemps que je l'ai fini. Et d'ailleurs je m'étais dit que je lirais autre chose de Gaël Kerger et ce n'est toujours pas fait, donc il va falloir que j'achète autre chose d'elle. Ici on va suivre Alexia Tarabotti, on est dans un monde fantastique avec des vampires, de loups-garous et d'autres créatures un peu bizarres, et notre héroïne principale, Alexia Tarabotti, n'a pas d'âme, ce qui fait d'elle, même parmi toutes les créatures fantastiques, un ovni, un truc bizarre, genre c'est pas normal. Et donc on va la suivre elle, et ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est que ça se passe au 18e, je dirais, 18e ou début 19e, enfin ça se passe à une période où les femmes mettent des longues robes avec des corsets, des trucs et tout, et où montrer sa cheville c'est le summum de l'érotisme, vous voyez. Et nous on va suivre donc notre héroïne qui est décrite à chaque fois comme moche. En fait elle est décrite physiquement, genre elle a un gros nez, elle est un peu enrobée, elle doit faire du 38-40, ce qui est absolument immonde pour l'époque. Donc elle est décrite comme ne correspondant pas aux stéréotypes de beauté de l'époque. Et elle va en jouer, tout l'humour de la série repose là-dessus, elle en joue, genre il y a des moments où elle court parce qu'elle doit fuir quelqu'un qui la poursuit parce qu'elle va mourir si on la rattrape, tu vois, genre dans une course-poursuite de dingue. Et elle doit sauter par-dessus quelque chose, je crois, ou monter dans quelque chose. Et du coup, en faisant ça, on voit sa cheville. Et là, tout l'humour repose là-dessus parce qu'on te dit « Oh là là, mais tu te rends pas compte, meuf !» On s'en fout que tu vas mourir, il faut absolument pas qu'on voie ta cheville, tu es une femme, c'est pas bien du tout. Et tout l'humour repose là-dessus et sur l'anticonformisme qu'est Alexia Tarabotti en tant que telle. Et pourtant, le contre-pied de l'autrice, c'est que elle va quand même, entre guillemets, réussir sa vie. C'est pas parce qu'elle est moche qu'elle va finir vieille fille toute sa life. Et on a aussi sa meilleure amie qui à l'inverse correspond à tous les stéréotypes de beauté standards de l'époque. Donc elle est mince, elle est blonde, elle est belle, enfin bref, voilà. Mais elle met des chapeaux absolument immondes, ce qui gâche tout en fait. Et voilà, tout l'humour est tourné là-dessus, autour de l'image de la femme, du conformisme de la femme, de comment tu dois t'habiller, de comment tu dois te comporter,
qui plus est à l'époque, hein, parce qu'à l'époque c'était encore plus, on était encore plus enfermés dans une certaine position de la société. Et voilà, j'adore cette saga-là. En plus de ça, au milieu de tout ça, on a plein de créatures fantastiques, plein d'aventures. C'est absolument génial. J'adore cette saga, vraiment, vraiment. Et Alexa Tarabotti est une héroïne juste génialissime, vraiment, vraiment. Si vous ne connaissez pas, moi je vous encourage. C'est un peu ça entre le steampunk fantastique et avec plein d'humour, avec tellement d'humour que c'est génial. Donc voilà, c'est une saga qui commence à dater et que j'ai vue sur très peu de chaînes Booktube. Donc si vous ne connaissiez pas, eh bien lisez cette saga, c'est vachement cool. On reste dans du fantastique avec Alexandra Ivy et ici je vous présente Les Gardiens de l'Éternité, le tome 1 Dante. Donc c'est une saga qui a 12 tomes, je crois. Ça peut être un petit peu répétitif au bout d'un moment, mais moi j'ai adoré chaque tome. Alors il y en a que j'ai préféré à d'autres, mais la saga en général est juste géniale. En fait, dans cette saga, dans chaque tome, on va rencontrer un vampire. La plupart du temps, on suit un vampire. Il y a 2-3 tomes où on ne suit pas un vampire, mais en général, c'est un vampire qu'on suit. Donc, il est présenté comme super beau, super vieux, super puissant, super blablabla, il a plein de pouvoirs. Enfin bref, ce gars est génial, tu vois, super musclé, super voilà, super tout, quoi. Et on nous présente à chaque fois le personnage principal féminin comme la pauvre damoiselle en détresse, qui a besoin d'être sauvée, qui est perdue, qui est enfermée, en gros, il faut l'aider, elle a besoin que le vampire débarque et la sauve, tu vois, un peu comme la princesse dans sa tour, tu vois. Et ce que j'adore dans cette saga, c'est qu'à chaque fois, ça ne loupe jamais. Le vampire débarque, limite, c'est le chevalier sur son estrier, tu vois, genre il débarque sur son cheval blanc pour la sauver. Et là, la meuf le regarde de haut en bas et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Pas besoin de toi, moi je me débrouille très bien toute seule. Hein. » La meuf est enfermée, tabassée, limite violée dans chaque tome. Enfin franchement, elle a à chaque fois un destin de merde, hein, vraiment. Elle a vraiment besoin d'être sauvée. Mais elle le regarde et puis elle lui dit « Non mais en fait, je me démerde très bien toute seule. J'ai pas besoin de toi, dégage. » Et c'est cette force de caractère qu'ont les héroïnes dans chaque tome que j'adore. Ce que j'aime, c'est qu'au fil du tome, le vampire va se rendre compte que il est en conflit intérieur avec lui-même, parce que dans cet univers-là, à partir du moment où le vampire est tombé amoureux d'une femme, son instinct lui dit de la protéger envers et contre tout, de faire tout ce qu'il peut pour la protéger, sauf que l'héroïne lui a bien fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'elle ne voulait pas qu'il la sauve et qu'il l'aide, et donc le vampire se rend bien compte que si il suit son instinct et va à l'encontre de ce qu'elle veut elle, il n'arrivera jamais à la séduire. Donc il se retrouve un petit peu dans la merde, en conflit avec lui-même, et c'est ce qui ramène les personnages à un pied d'égalité, puisque lui est dans la merde, il peut pas faire ce qu'il a envie de faire au fond de lui, et il doit gérer tout ça, et elle son instinct lui dit j'ai pas besoin de lui, mais en même temps elle se rend bien compte qu'elle a un petit peu besoin d'aide pour sortir de la merde où elle est, et donc voilà, ça va ramener les personnages à un pied d'égalité. Je l'ai dit, ça a un côté un peu répétitif parce que c'est le cas dans chaque tome, mais moi j'ai adoré cette saga. J'en ai beaucoup parlé, je crois que c'est courant 2018 que j'en ai beaucoup parlé, puisque en 2018 je voulais vraiment avancer dans la saga. Je crois que j'avais lu quelque chose comme un tome par mois sur 5-6 mois, donc j'en avais vraiment beaucoup parlé sur la chaîne. Mais voilà, ça reste une saga avec des héroïnes que j'adore. Ce que j'aime par-dessus dans cette saga, c'est qu'on a un pied d'égalité entre les personnages principaux à chaque fois. On repasse sur des sujets particulièrement compliqués. Pour celui-ci, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose malheureusement. Donc c'est Marie dans des livres de Rebecca Donovan. C'est le tome 1 d'une trilogie. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Emma, je crois. C'est ça, Emma. Et en fait, je ne peux pas vous dire pourquoi je trouve ce livre féministe à ce point, parce que si je vous le dis, ça vous spoil le début du livre et ça vous spoil l'histoire et ce serait dommage. En fait, Emma va au lycée, donc on la suit dans son quotidien avec sa meilleure amie et tout, sauf qu'elle vit chez son oncle et sa tante, et il se passe des trucs à la maison vraiment pas cool. Elle a appris à faire avec, elle a appris à vivre avec, mais elle va rencontrer un jeune garçon au début du livre, et donc sa meilleure amie est au courant de ce qui se passe chez elle, elle l'aide à cacher tout ça au lycée, à faire avec, à vivre avec. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de sortir, par exemple, qu'elle doit rester tous les week-ends et tous les soirs chez elle, qu'elle doit rentrer à telle heure parce que sinon c'est la fin du monde. Donc voilà, sa meilleure amie l'aide dans son quotidien comme ça. Sauf que quand elle va rencontrer, comment il s'appelle lui? Evan, lui ne va pas comprendre et lui va vouloir comprendre, il va vouloir savoir. Et Emma ne veut pas lui dire, en fait c'est son secret à elle, et elle veut pas lui dire, elle veut pas. En fait elle a peur qu'en lui disant, Evan se barre en courant. Et en même temps, comme elle est en train de tomber amoureuse de lui, c'est un peu la merde et tout. Et donc voilà, on va suivre tout ça. Emma est une des héroïnes les plus
les plus réalistes, les plus humaines en fait que j'ai rencontrées en livre. Et j'adore cette trilogie, vraiment, vraiment. Dans mon souvenir, le tome 2 était un peu moins intéressant que le tome 1, mais le tome 3 était juste génialissime. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous l'ai pas dit, mais pour tous les livres que je vous présente, si jamais il y en a un ou plusieurs que j'ai montré en objet de lecture, je vous les remettrai en barre d'infos. Et pour cette saga là en particulier, j'avais fait une vidéo zoom sur la saga complète, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Voilà, je ne peux pas en dire plus sur l'histoire et sur la raison précise qui fait que ce livre est dans ce top 10, mais il y est et il y a sa place. Et si vous ne connaissez pas, vraiment, vraiment, c'est vraiment cool. Et je vous dis ça en tant que personne qui a de plus en plus de mal avec le contemporain young adulte. Cette saga-là est vraiment, vraiment cool. On repasse sur un truc un peu plus fun avec Charlie Davidson. Ici, le tome 1, première tome sur la droite de Darry Dan Jones. J'avais un doute pour celui-ci, donc j'ai vérifié. Mais celui-ci, j'en ai parlé pour la dernière fois dans la dernière vidéo de 2019. Donc selon ma propre règle, ça marchait. Et je ne pouvais pas ne pas mettre Charlie, c'est pas possible. Ici on est sur du fantastique avec des fantômes. En fait Charlie, on la rencontre, elle doit avoir une trentaine d'années au début du tome 1 et elle voit les fantômes. Elle a une agence de détective et elle aide son père et son oncle qui sont flics à résoudre des affaires. En fait, comme elle voit les fantômes des gens qui viennent de mourir, bah elle peut leur demander qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont enterrés parfois. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique pour aider les gens. Et on va suivre tout ça, et plus on avance dans les tomes, plus on va avoir d'éléments sur son passé à elle, et il y a tout un univers assez sombre qui va se mettre en place, avec notamment le monsieur Charlie qui débarque. Je sais plus dans quel tome exactement il débarque, c'est pour ça que je le cite pas explicitement quand je parle du tome 1, parce que je crois que dans le tome 1 il n'est pas vraiment présent. C'est un univers absolument génial. Encore une fois ici, c'est bourré d'humour. Mais ce que j'aime avec Charlie, c'est qu'elle n'a pas eu une adolescence facile. Alors on le sait, l'adolescence et le lycée, de manière générale, c'est facile pour personne, hein, on est d'accord. Sauf que quand tu te balades dans le lycée, qu'il y a un fantôme et que tu te mets à lui parler, que pour tous les gens autour, tu parles toute seule, bah, ton lycée est vraiment, vraiment pourri. T'as vraiment, vraiment une vie de merde. T'as pas d'amis, t'as personne. En plus, chez elle, à ce moment-là, avec son père et tout, c'était pas la joie. Donc voilà, elle a eu une adolescence particulièrement difficile. Mais ce que j'ai tiré comme message globalement de la saga, en plus que c'est une saga juste géniale qu'il faut lire, c'est que peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que pensent les gens, fais ce que tu veux faire. Genre, elle a toujours parlé aux fantômes, elle a toujours voulu aider les gens à retrouver leur corps, à leur famille à faire leur deuil, par exemple, à savoir ce qui s'est passé. Et ça, elle peut le faire que si elle parle aux fantômes. Donc si elle accepte d'arrêter de parler aux fantômes juste parce que personne voit les fantômes, elle refuse de faire ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle veut faire. Et c'est pas ce qu'elle a choisi de faire. Elle a choisi de faire ce qu'elle avait envie de faire, même si elle se prend des critiques, même si personne ne la comprend, même si parfois personne ne la croit, même si on la prend pour une tarée, elle le fait quand même. Et voilà, je trouve que c'est un super message. Et Charlie est juste une héroïne absolument génialissime. Et en fait, parfois il y a des histoires très difficiles à lire. Il y a des enfants qui sont morts, il y a des parents qui sont morts, il y a des femmes qui ont été violées, qui ont été tabassées. Vraiment, il y a des destins très très particuliers dans ce livre-là et très très triste. Mais avec l'humour de Charlie, tout passe. Vraiment, tout est nickel. Alors, c'est pas Pump Up, c'est la joie, mais ça passe vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, vraiment cool. C'est une longue saga, il y a 13 tomes, mais ça vaut le coup. Charlie est une de mes héroïnes préférées de tous les temps. Donc, elle a parfaitement sa place ici. Tout comme Darry Dan Jones. Celle-ci, vu le résumé du livre, ça peut paraître bizarre, mais moi je trouve qu'elle a tout à fait sa place ici. Donc c'est la sélection, le tome 1 de Caracas. Alors le résumé est misogyne au possible, puisque on est dans une dystopie. La société est divisée en castes, donc de la plus haute à la plus basse, évidemment. Et le prince doit se marier. Donc ils font une espèce de campagne pour que les jeunes filles en âge de se marier postulent et ils vont sélectionner la sélection. Je crois que c'est... Combien ils sont 35 candidates, donc 35 jeunes filles qu'ils vont inviter au palais. Et ça va être un peu une espèce de speed dating. Vous voyez, genre un truc télévisé où il va avoir des rendez-vous avec toutes les jeunes filles. Et puis il en élimine au fur et à mesure jusqu'à choisir sa future femme. Et nous on suit principalement America. Et c'est vrai, ce que j'aime avec ce personnage là, c'est que elle a bien compris le délire, elle a bien compris le game et elle va en jouer de ce truc absolument misogyne, on est d'accord.
En fait, elle fait partie d'une des plus basses castes de la société, on s'en doute, sinon c'est pas drôle, et elle sait qu'on l'a invitée au palais juste pour donner l'illusion que les basses castes avaient leur place, mais en vrai, avaient leur chance, mais en vrai, elles n'ont pas de chance. Elle sait qu'elle a aucune chance d'être choisie et de finir reine, enfin prince, princesse et reine, parce qu'elle est trop pauvre, en gros c'est ça. Et donc elle va faire un pacte avec le prince, elle va lui dire ok, je sais que je serai pas choisie, je sais que je serai jamais princesse, jamais reine parce que je suis trop pauvre, mais tant que je suis là, ma famille gagne de l'argent parce que je suis là, ma famille a besoin de cet argent, donc garde-moi aussi longtemps que possible, et puis ensuite à la fin tu me jettes parce que tu peux pas me garder vu que je suis pauvre. C'est ça que j'aime chez America, cette réflexion là. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une trilogie de base, et ensuite on a un tome 4 et un tome 5 qui sont sur d'autres personnages. Donc nous on suit America pendant vraiment 3 livres, et au cours de la trilogie il y a d'autres événements qui vont se passer, elle va être confrontée à d'autres choses, à d'autres trucs, et on va la voir prendre ça en main, alors qu'en fait elle n'a pas à le faire, c'est juste qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire. Voilà, c'est ça que j'aime avec cette saga, c'est qu'on part d'un résumé hyper misogyne, hyper dégueulasse, mais avec une héroïne tellement cool qu'au final c'est pas du tout, enfin c'est plus du tout misogyne selon moi, et le prince en lui-même ne l'est pas vraiment, il est juste victime du système lui aussi. Bref, j'ai adoré cette trilogie, j'ai un peu moins aimé les tomes 4 et 5, mais la trilogie de base je l'avais dévorée à l'époque où je l'ai lu, je l'ai adoré du début à la fin. Donc oui, les couvertures et le résumé n'ont pas l'air ouf comme ça, mais le personnage est vraiment cool et l'univers est vraiment bien. On entre dans les 3 sagas les plus connues, je pense. Donc Les filles au chocolat, le tome 1, Cœur cerise de Cathy Cassidy. J'adore cette saga, vraiment. Je l'ai officiellement terminée, mais il me reste, je crois, un tome et demi à lire, un truc comme ça. Dans ce tome-là, on va rencontrer 5 sœurs. Oui, c'est ça. Enfin, 5 demi-sœurs entre elles. Enfin bref, vous allez voir si vous lisez le livre. Et donc dans chaque tome, on va suivre une des jeunes filles, et dans chaque tome, on va aborder un grand thème de l'adolescence, un truc qui arrive à peu près tous les adolescents, enfin une majorité d'adolescents on va dire, ou alors un truc qui pourrait arriver aux gens et qui est là pour mettre en garde principalement les jeunes filles. Ici on suit donc Cherry, et avec elle on va aborder la séparation de ses parents. Je crois qu'ils ne sont pas officiellement divorcés, mais ils sont séparés et elle a du mal avec ça, et on va aborder le fait qu'elle veut faire toujours ce qu'elle croit qu'il faut faire pour être acceptée, et du coup elle en oublie d'être elle-même. C'est ça le grand thème qui est abordé ici. C'est mon deuxième tome préféré de la saga, mon premier c'est et ça reste Cœur mandarine, le tome 3 qui aborde l'anorexie. Voilà, j'adore cette saga, les personnages sont vraiment cool, l'écriture est juste parfaite. Ce que j'aime, c'est que Cathy Cassidy arrive à écrire des livres destinés aux plus jeunes, à dénoncer des thèmes extrêmement difficiles comme par exemple l'anorexie, tout en étant dans la tête d'une personne anorexique et en montrant à quel point faut pas faire ça et c'est pas bien. Voilà, c'est juste magistral, j'adore cette saga, vraiment. Donc ici elle est à destination des plus jeunes, hein. Je pense que là l'héroïne ici a 13 ans, tu peux lire ça à partir de 11 ans, clairement. Voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Alors elle est malheureusement plus destinée aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Maintenant, tout ce qui arrive aux jeunes filles dans cette saga peut arriver aux garçons du même âge. Donc en vrai, il n'y a pas trop d'âge, c'est juste que les filles au chocolat, ça fait un peu fille. Mais les garçons ne devraient pas avoir honte, par exemple, de lire ça. Les 2 dernières qui me restent à vous montrer sont des sagas hyper connues, mais je ne pouvais pas ne pas les mettre. Donc ici, j'ai le tome 1 des Chroniques lunaires Cinder de Marissa Meyer. D'ailleurs, ça me rappelle que je n'ai toujours pas lu Levana, le tome 3,5 je crois. Enfin, peut-être que je le lis un jour. Bref, donc j'ai choisi celui-ci à la fois parce que c'est le tome 1, mais aussi et surtout parce que Cinder est mon personnage préféré de la saga. Je pense que vous connaissez cette saga, mais au cas où, on va refaire le petit speech. On est dans de la science-fiction avec des androïdes. Et en fait, on est dans les réécritures de contes. Donc on a Cendrillon, on a le petit chaperon rouge, on a Réponse et la Reine des Neiges. Non, pas la Reine des Neiges, Blanche-Neige. C'est ça. Ouais, ça va, la Reine des Neiges, Blanche-Neige, j'étais pas très loin. Et donc voilà, et en fait, au fil des tomes, les destins de Cendrillon et tout vont s'entremêler pour qu'au final, on ait un tome 4 absolument magistral. Le tome 4 est mon tome préféré de la saga,
mais Cinder reste mon personnage préféré. Ce que j'aime avec Cinder, c'est que, un peu comme avec America, elle part de très très loin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détestée et rabaissée parce qu'elle est une femme, elle est détestée et rabaissée parce qu'elle est une cyborg, c'est-à-dire qu'elle a des morceaux d'elle-même qu'on lui a amputés et qu'on lui a remplacés par des trucs métalliques, enfin des prothèses métalliques. Et donc du coup c'est hyper mal vu. Et elle est mécanicienne et au tout début du livre, elle va rencontrer, sans même s'en rendre compte et sans en avoir conscience, le prince du royaume, toujours le même, le prince du royaume, et elle va l'aider et ensuite elle va se retrouver un peu dans la merde suite à ça d'ailleurs. Et on va la suivre vraiment, et j'adore ce personnage-là. Elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas insulter, elle ne se laisse pas rabaisser, elle essaye de... En fait c'est bizarre parce qu'elle n'a pas honte d'elle-même, mais elle accepte de devoir cacher qu'elle est une cyborg pour éviter que les gens aient honte à sa place. C'est très bizarre dit comme ça, mais en vrai c'est ce qui se passe. Voilà, elle est l'un de mes personnages préférés, j'adore cette saga. Cette saga est portée par des femmes. Les hommes, beau être prince, ils sont secondaires dans la saga et c'est ce que j'adore. C'est elle qu'on suit, c'est elle qui mène le combat, c'est elle qui décide. Et j'adore ça, vraiment, vraiment. Alors, ils les aident, hein, ils sont pas là juste pour faire joli les princes non plus, et les mecs en question, puisque dans chaque tome, la fille va rencontrer son prince, un peu comme dans les Disney. Et voilà, enfin bref, j'adore cette saga. Si vous l'avez toujours pas lu, je sais plus quoi vous dire pour la lire, quoi. Vraiment, je sais plus, il faut lire cette saga, voilà, c'est tout. Et enfin, évidemment, Hunger Games, le tome 1, donc de Susan Collins avec Katniss. Enfin, je pouvais pas faire une vidéo comme ça sans citer Katniss, ce n'était pas possible. Pareil, je pense que vous connaissez tous Hunger Games, enfin voilà. Donc on est sur des jeux organisés tous les je sais même plus combien, et des gens sont tirés au sort et on les enferme tous en même temps dans une espèce d'arène, et en gros ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui survive. Au top. Et en fait, ce que j'aime avec Katniss, c'est que elle ne perd jamais de vue son objectif. Au début du livre, en fait, c'est pas elle qui est tirée au sort, c'est sa petite sœur, et elle va se porter volontaire pour empêcher sa sœur d'y aller en fait. Donc elle doit avoir quelque chose comme 16 ans et sa petite sœur doit avoir 12-13 ans. Donc elle se dit que c'est mieux que elle y aille. Et donc elle y va pour protéger sa famille, elle y va pour protéger sa sœur, elle y va pour empêcher sa sœur de mourir en vrai, parce qu'elle a bien conscience que si sa sœur elle débarque au milieu des autres, elle va se faire déchirer. Et donc elle y va à sa place et on va suivre ça. On va la suivre dans son combat, dans son quotidien. Et ce que j'aime, c'est qu'on a tendance à dire que oui, mais si tu mets une fille au milieu de tout ça, elle aura un peu plus de mal à tuer les gens parce que c'est une femme. Et là, c'est pas le cas en fait. Enfin, les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité. Alors, en fonction de leur district de départ, évidemment. C'est-à-dire que les districts les plus élevés ont été entraînés et tout. Les districts les plus bas n'ont pas le temps de s'entraîner puisqu'ils doivent se démerder pour vivre au quotidien. Mais l'homme et la fille et le garçon de chaque district partent sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de c'est une femme, elle est plus faible, c'est une femme, elle va pas y arriver. Non, il n'y a pas ça. C'est ça que j'aime. En fait, on en revient toujours au même. Je ne veux pas des livres avec un personnage féminin hyper fort, hyper puissant, hyper au-dessus de tout le monde. Je veux juste un pied d'égalité homme-femme. Et ici, pour moi, c'est le cas. Même si Katniss est l'un des personnages féminins les plus badass qui existent, on est d'accord. Peeta n'est pas non plus complètement débile et complètement... il va pas se faire tuer au bout de 2 jours. Quoi. Enfin, non, voilà. Pour ceux qui ont lu le livre, vous le savez, mais il n'y a pas d'histoire si Peeta meurt au début. Et j'avoue, personnellement, il y a une espèce de triangle amoureux pour ceux qui ne sauraient pas dans ce livre. Et j'avoue que, perso, moi, j'ai toujours été pour Peeta. Voilà. Je sais que la majorité des gens, c'est pas le cas, mais moi, j'ai toujours été pour Peeta. Bref, Katniss, pareil, Katniss reste l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Et j'adore cette saga, j'adore cette héroïne, j'adore Susan Collins. Et voilà, comme je l'avais anticipé, je parle de 10 livres, de 10 autrices et de 10 héroïnes que j'adore, donc cette vidéo doit être interminable. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je tourne, donc j'espère que j'aurai réussi à faire une vidéo pas trop longue non plus. Si vous avez d'autres héroïnes, d'autres univers, d'autres autrices comme ça, que j'ai pas présentées ici, peut-être que je les connais déjà, mais n'hésitez pas à me les dire en commentaire quand même. Bref, la vidéo est bien assez longue, je pense, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.